Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 28 de la saison 2. Bonjour à tous et à toutes, la matrescence c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée, aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé. Rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 2 ans, Ella. Maman, papa, t'aimes? La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Pour ce 28e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Ludivine. Je suis allée chez elle sur le bassin d'Arcachon. Ludivine, vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Ludi Go Girls. Ludi est coach sportif spécialisé dans le pré- et post-natal et maman de 2 petites filles, Maya et Thaïs. Quand sa première fille naît, elle vit à l'autre bout du monde en Asie. Elle est très préparée pour l'accouchement. Mais rien ne se passe comme prévu et Maya naît en césarienne d'urgence. Ludivine est ce que l'on appelle dans le jargon de l'entrepreneuriat une solopreneuse, c'est-à-dire qu'elle travaille à son compte. Et c'est un détail important parce que c'est précisément ce qui va lui coûter lors de son premier postpartum. Étant la seule à se fixer des règles, comme la plupart d'entre nous, elle navigue à vue avant de devenir maman. Si son premier postpartum la vide de son énergie, Ludivine décide de faire un 2e enfant sans se poser de questions avec son mari, mais surtout avec l'intention de bien mieux le gérer et le vivre. Alors, comment a-t-elle fait? La réponse dans ce podcast. Et si vous avez envie de tester ces programmes en ligne, Ludivine vous offre un code promo exclusivement pour les auditrices de la matrescence. Vous tapez matrescence quand vous voulez payer et acheter son programme sur son site. Vous paierez 69 € au lieu de 99 €. Petit rappel, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et je lis tout ce que vous écrivez. Merci beaucoup. Très bonne écoute. Salut Ludivine. Salut Clémentine. Ça va? Ouais, ça va très bien. Merci de me recevoir chez toi dans ta belle maison sur le bassin d'Arcachon. Il fait beau, enfin, ouais. Parce que ça fait des semaines qu'il pleut. Et tu as ta petite fille sur toi en portage, donc si vous entendez des bruits de bébé, ne soyez pas surprise et profitez surtout. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, donc tu as 2 filles? Oui. Tu as une première fille en Asie et ta deuxième ici à Bordeaux. Est-ce que ta première grossesse s'est déroulée comme tu l'avais imaginé ou pas? Alors ouais, ça s'est très bien passé. Une très bonne, très belle grossesse. Pas de problème particulier, à part les 3 premiers mois où voilà, les trucs un petit peu habituels, fatigue, des petites nausées, mais vraiment rien de fou. Et une très belle grossesse où tout s'est bien passé. J'étais active, j'étais heureuse, j'étais épanouie. Enfin vraiment, vraiment bien. Et puis après l'accouchement qui s'est pas passé en fait comme je le voulais. En fait à la base moi je voulais accoucher de manière naturelle, donc sans péridurale. J'avais fait la méthode hypnobirthing. C'est une méthode en fait qui te permet donc d'accoucher avec des techniques de respiration, un petit peu d'auto-hypnose. Enfin voilà, c'est très intéressant comme méthode et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et donc je suis arrivée le jour de mon accouchement très confiante en me disant que tout allait bien se passer parce que j'avais passé une grossesse de rêve et que j'étais une femme en bonne santé et que voilà, il n'y avait aucune raison que j'ai une césarienne en fait. Et puis ça s'est pas du tout passé comme je le pensais. J'ai fait un décollement placentaire en fait, quelque chose qui arrive assez rarement et on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Et j'ai fait une hémorragie interne et du coup j'ai dû accoucher par césarienne d'urgence.
Donc, je suis tombée de très haut parce que j'étais pas du tout préparée psychologiquement. Et voilà, donc ça a été assez dur de me remettre, quoi. Le fait que tu sois à ce moment-là en Asie, même si ça fait déjà des années que tu vis là-bas, est-ce que ça aussi, ça a été problématique dans ta façon de gérer les événements? Parce que quand on est loin de sa famille, c'est pas toujours évident. Ouais, alors c'est vrai que c'était pas pour la période postnatale. En tout cas, j'ai ressenti vraiment ce manque de ma famille proche. Pendant la grossesse, ça allait, ça m'a pas trop manqué. Mais c'est vrai que pour la période postnatale, j'avais vraiment envie d'avoir un soutien et que j'ai pas eu. Donc c'était un petit peu plus dur à gérer, ouais. Quand tu as ta césarienne d'urgence, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Alors écoute, en fait, ça a été un petit peu à crescendo. J'ai commencé mon travail, j'ai perdu les os chez moi et en fait, tout de suite, les contractions ont été douloureuses, mais à un point où c'était pas gérable en fait. Donc on est tout de suite parti à la maternité et voilà, donc ils me regardent, ils m'auscultent et tout et ils me disent est-ce que vous voulez une péridurale? Donc moi j'étais encore en mode non, je veux vraiment essayer d'accoucher sans péridurale, sans savoir encore ce qui se passait. Et voilà, il se passe 3-4 heures et en fait au bout de 3-4 heures j'ai dit stop, là je vais mourir, donnez-moi une péridurale. Donc ils me posaient la péridurale. Donc là déjà ça a été une première déception parce que j'allais pas au bout de mon projet de naissance. Donc voilà, première déception. Et puis ensuite après il y a le médecin qui est arrivé et là il m'a dit là ma petite dame, faut y aller, faut aller au bloc, césarienne d'urgence, c'est une hémorragie interne, faut y aller quoi. Et là en fait c'est vrai que c'est comme s'il y avait, je sais pas, tout se dérobait en fait sous moi, tu vois. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi, césarienne, mais c'est juste pas possible, enfin, pas à moi, c'est un rêve, c'est un cauchemar, ça peut pas m'arriver à moi, pourquoi? Moi qui suis en si bonne santé, c'est juste un truc que j'imaginais pas. Et donc, grosse déception. Voilà, je pleurais. Enfin, j'étais vraiment sous le choc. Et puis en fait, après, tu sais, ils te mettent plein de médicaments, plein de trucs. T'es un peu shooté. Donc, tu subis malheureusement la chose. Et t'as pas... Quand c'est une urgence en plus comme ça, t'as pas trop le temps de te rendre compte de ce qui se passe. Et puis, tu penses bien sûr d'abord aussi à ton bébé. Parce que du coup, tu penses à ta déception, mais tu penses quand même avant tout à ton bébé, parce que c'est une urgence et tu te dis, mince, s'il y a urgence, c'est que mon bébé va mal, et tu flippes, quoi. Donc c'est plein de sentiments vraiment différents, et ouais, j'ai mal vécu le truc, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, ton mari peut être avec toi? Alors ouais, j'ai eu la chance qu'il soit là avec moi, il m'a suivi tout le temps. Il était là pour le travail, il était là au bloc. Et heureusement qu'il était là parce que c'était un petit peu mon rock face à tous ces visages un petit peu inconnus. En plus, on était à Hong Kong, donc c'est tout en anglais. Donc même si on parle anglais, on comprend, t'es pas quand même tu vois, c'est pas ta langue maternelle et c'est pas les mêmes codes que tu peux retrouver dans ton pays. Donc non, heureusement qu'il était là et heureusement aussi qu'il était là parce que il a pu faire le pot à pot avec Maya. Parce que quand on a sorti mon bébé, c'est vrai qu'avec une césarienne, tu peux pas prendre ton bébé des heures sur toi. Ils te le montrent. Enfin, moi, ils m'ont montré Maya, je l'ai eu, je sais pas, peut-être 30 secondes. Et après, ils me l'ont pris et voilà. Et après, tu le revois plus pendant 2 heures, 3 heures. Et voilà. Et c'est vrai que c'était dur parce que moi, j'avais vraiment ce projet, tu vois, je voulais faire du pot à pot. Je voulais qu'on coupe pas le cordon ombilical tout de suite pour que, tu vois, il y ait l'afflux sanguin qui s'arrête par lui-même. Je voulais qu'on prenne mon placenta, je voulais en faire des pilules. Enfin, c'était vraiment, tu vois, à fond dans tout ces choses naturelles qui sont bonnes pour l'enfant, qui sont bonnes pour la maman. Et en fait, tout ça, j'ai rien pu contrôler et rien ne s'est passé comme je voulais. Donc voilà, donc elle est partie avec son papa et elle a pu faire du pot à pot avec son papa, donc ça me rassure dans un sens et ça me console un petit peu de pas avoir pu le vivre moi, quoi. Tu parles d'avoir créé un projet de naissance, donc il y a plein de gens qui connaissent pas ce que c'est le projet de naissance, malheureusement. Donc c'est ce qu'on prévoit avant la naissance, de tout ce qu'on aimerait ou n'aimerait pas. Par exemple, vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas d'épisiotomie, je me dis que c'est important. Est-ce que tu avais prévu en cas de césarienne, est-ce que ça tu l'avais envisagé quelque part? Non, j'avais pas du tout envisagé une seule seconde. Et en fait, je pense que je l'ai aussi mal vécu parce que c'est de ma faute, en fait. Je l'avais pas préparé. En fait,
en Asie. Enfin, moi, j'étais donc à Macao. J'ai accouché à Hong Kong, mais j'habitais à Macao, qui est à 1 heure de bateau de Hong Kong. Il y a petite Thaïs qui se réveille. On fait une petite pause, vas-y. Donc j'étais à 1 heure de bateau de Macao. Et donc ma préparation hypnobirthing, je l'ai fait à Macao avec une doula. Qui donc venait toutes les je sais plus, 2-3 fois dans la semaine, et on se préparait à ça en groupe. Et en fait, c'est vrai qu'avec cette méthode... Vas-y. Donc ouais, tu as fait ta préparation hypnobirthing avec ta doula. Oui, avec ma doula. Et donc, en fait, je pense qu'on n'a vraiment pas assez parlé de ce qui pouvait se passer de mal, en fait, que ça pouvait se finir en césarienne. On parle vraiment que des techniques, et je pense qu'elle n'a pas assez accentué le fait que ça pouvait ne pas se passer comme on le souhaitait. Et voilà, donc on n'a pas du tout envisagé ça. Moi, je ne m'étais pas préparée psychologiquement, vu que ma grossesse s'était bien passée. Et voilà, et donc c'est pour ça que je suis tombée vraiment de si haut. Il est en train de manger, Thaïs. C'est marrant parce que tu parles de doula, de projet de naissance, d'hypnobirthing, donc tu étais quand même extrêmement préparée, comme tu dis, à l'accouchement, mais surtout, tu connaissais des choses que la plupart des femmes, malheureusement, ne connaissent pas ou n'ont pas accès. Les doulas en France encore plus, bon, tu étais en Asie. Mm-hmm. Et ma question, c'est le fait que tu aies été en Asie qui fait que tu as eu accès à toutes ces informations, ou c'est toi, tu t'es vraiment renseignée de ton côté ? Je me suis vraiment renseignée de mon côté. Je pense que vu que j'avais pas de cours de préparation à la naissance comme on peut l'avoir en France, j'ai dû me renseigner toute seule. Et voilà, et j'avais aussi des amies qui étaient américaines et qui étaient aussi très sensibles à tout ça. Et du coup, elles ont pu partager avec moi leur expérience, comment ça se passait aux États-Unis. Et c'est vrai qu'ils ont quand même un train d'avance sur nous par rapport à ça. Et voilà, et donc en fait, j'ai vraiment été baignée là-dedans, un petit peu comme à l'américaine en fait. Et c'est vrai que maintenant, je vois que tout ça arrive petit à petit en France. Mais c'est vrai que ça fait déjà 2 ans, avec un petit train de retard. Ouais. Un petit, on travaille pour que ça voilà, arrive dans tous les foyers. Ouais. Comment ça se passe, ton postpartum, une fois que tu as accouché ? Alors déjà, tu as une césarienne. 2, tu es en Asie. Comment est-ce que ça se déroule en Asie, le postpartum, par rapport à ce que tu peux voir là ? Alors écoute, ça se passe... Il n'y a pas vraiment d'accompagnement, comme on peut avoir ici avec une sage-femme qui vient les 11 ou 12 premiers jours. Là, moi, en fait, je suis restée assez longtemps quand même à la maternité. Donc c'est vrai que pendant tout mon séjour, j'ai été très bien accompagnée par les sages-femmes là-bas qui t'expliquent plein de choses. Enfin, c'était vraiment super. Mais après, quand tu rentres chez toi, t'es face à toi-même et à ton bébé. Et il faut apprendre toute seule, il faut te débrouiller toute seule. Donc c'est vrai que ça a été une période assez dure. Parce que mon bébé déjà, Maya était un petit bébé qui pleurait énormément parce qu'elle avait un reflux. Donc voilà, qui dit bébé qui pleure beaucoup, dit voilà, les longues journées avec ton bébé dans tes bras où toi t'es complètement impuissante et tu peux rien faire pour calmer ses pleurs. Mon mari en plus à l'époque il travaillait beaucoup et il était beaucoup en déplacement, donc j'étais souvent toute seule pour gérer mon bébé. J'avais eu aussi à la suite de mon accouchement un problème à ma jambe gauche où j'avais perdu la sensibilité de ma jambe et les médecins en fait savaient pas trop quand est-ce que ça allait revenir. Donc j'étais un petit peu en flip aussi par rapport à ça parce que de par mon métier de coach sportif, c'est vrai que c'est quand même un outil assez important. Donc j'avais ce problème-là et à 1 mois après mon accouchement, je suis retournée en France en fait pour faire des examens plus poussés. Donc je suis partie avec mon bébé de 1 mois. J'ai traversé le monde avec le décalage horaire et tout. Donc en plus, tu vois, de la fatigue déjà que tu peux ressentir après avoir eu un bébé. Il y a eu le décalage horaire qui s'est installé. Après, je suis revenue à Macao. Je suis repartie encore à 3 mois de Maya pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Donc, je ne me suis pas du tout ménagée en fait, pendant cette période. Et voilà, et puis avec un bébé qui pleurait énormément. Et donc, tu te poses plein de questions. Tu te dis,
qu'est-ce que c'est. Alors, en plus, les reflux, tu sais pas exactement si c'est vraiment le reflux, si c'est autre chose, donc tu es un petit peu perdu. C'était des médecins, pareil, des pédiatres de Macao, donc ils ont aussi une approche différente, pas comme la France. Donc, c'était vraiment, vraiment dur à gérer. Et puis moi, en plus de ça, je me suis mis en mode, je vais tout gérer d'une main de maître, en mode Wonder Woman. Et voilà, et je me suis pas du tout reposée. On me disait souvent, mais quand ton bébé dort, fais une sieste. Enfin, dors avec lui, quoi. Mais moi, c'était juste pas possible. Enfin, je voulais pas. Déjà, j'aime pas trop dormir. Pour moi, c'est un peu une perte de temps. Et je me disais, quand il dort, je peux pouvoir enfin faire les choses que j'ai pas le temps de faire, quoi. Donc, du coup, je dormais jamais. Je dormais jamais. Je dormais pas la journée, je dormais la nuit quand je pouvais. Je me suis pas reposée. Est-ce que tu dis que ton mari était souvent en déplacement ? Tu le savais déjà avant d'accoucher, ou est-ce que ça a été difficile à vivre dans cette période-là ? Ouais, alors je savais qu'il allait beaucoup voyager pendant cette période, mais en fait, j'étais pas préparée au fait que ça allait être si dur et que j'allais vivre mal le truc, quoi. Et c'est vrai que ça a été dur à vivre pour moi, c'était dur à vivre aussi pour notre couple, parce que du coup, quand il rentre, tu vois, tu t'attends à... c'est un soulagement, c'est un réel soulagement. Tu te dis, enfin, je vais pouvoir un petit peu souffler. Donc, bien sûr, il s'occupe de son enfant, mais il a quand même son boulot à côté et qui continue quand même. Donc, du coup, tu vois, j'avais des sentiments un petit peu de frustration. J'avais l'impression que j'étais aussi un petit peu abandonnée, que j'étais toute seule avec mon bébé et que... Donc, des fois, je lui en voulais aussi. Et c'était vraiment un moment, pas top, quoi. Vraiment... pareil, il faut vraiment bien communiquer en fait pendant cette période-là avec le conjoint, parce qu'il il faut le préparer aussi en amont, parce que je pense qu'il peut y avoir des frustrations vraiment du côté de la maman, c'est important. Puis avec toutes les fluctuations d'hormones et tout, donc voilà, ça peut créer des situations un petit peu tendues. Et c'est vrai que moi, les 3 premiers mois, même si c'était pas de sa faute qu'il voyage et que c'était pour son boulot et que c'était normal, c'est vrai que j'en voulais un petit peu d'être partie aussi longtemps. Est-ce que vous auriez pu convenir que si tu avais su beaucoup de choses avant, sachant que tu étais à l'autre bout du monde aussi, pas entourée en France, d'aménager pour faire en sorte que... Je pense que oui. Ouais, on aurait vraiment discuté, on serait organisé différemment. Comme là, on s'est organisé différemment pour l'arrivée de Thaïs, notre deuxième fille. Tu vas nous raconter. Je t'ai pas posé une question que je pose normalement toujours, mais sur la matrescence. Ouais. Est-ce que tu as eu un sentiment de vivre une matrescence, un changement d'identité ou une transformation profonde au moment de devenir mère pour la première fois ? Ou la deuxième d'ailleurs ? Alors oui, j'ai ressenti ça. Je me suis vue naître mère. Enfin, je savais depuis toujours que je voulais être mère, mais c'est vrai que j'ai ressenti des sentiments tellement intenses à l'arrivée de ma fille que ça chamboule complètement, quoi. C'est juste une vague d'amour de fou, et en même temps, t'es un petit peu désorientée. Tu te dis oui, t'es maman, mais moi en même temps, je sais que j'avais vraiment cette envie de garder mon identité de femme et ma vie active et mon boulot. Je voulais continuer de travailler aussi à côté. Et du coup, j'étais un petit peu tiraillée entre les deux, tu vois, ce côté vraiment où tu as envie d'être tout le temps avec ton bébé, t'en occuper tout le temps, mais ce désir aussi de continuer à concrétiser tes projets, d'avancer sur tes projets que j'avais pas vraiment mis en suspens. Et c'était une erreur d'ailleurs de ma part. Et du coup, j'étais tiraillée entre ces deux côtés et je culpabilisais vachement en fait parce que je ressentais de la frustration. Et voilà, donc oui, j'ai ressenti à fond cette matrescence que je connaissais pas à l'époque en fait. Même si j'avais eu cette formation hypnobirthing et que je connaissais pas mal de choses, j'avais pas conscience de ça et je savais pas que c'était normal en fait de ressentir tout ça. Comment est-ce que tu décrirais ton postpartum de ta première fille ? Un chamboulement, mais profond, quoi. Sur tous les points. Et en fait, quand j'y repense et quand j'en parle, c'est pas avec des mots très positifs. C'est plus négatif. Les 3 premiers mois, ça a été vraiment, vraiment dur. Moi, je sais que, tu vois, je dirais brouillard, comme toi, un peu, pas un peu, très négatif, finalement.
à part de l'amour que j'avais pour ma fille. Hein. Voilà, c'est ça. Mais dans l'expérience vécue, c'est plus quelque chose de traumatisant plutôt que de transformant. C'est une claque un peu que tu reçois dans la tête, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'étais pas du tout préparée à ça. Je savais vraiment que ça allait changer ma vie, l'arrivée d'un bébé. Tu sais que ça change ta vie, mais je savais pas que ça allait autant changer ma vie, changer mes habitudes, et que en fait que j'allais dépendre autant de mon bébé. C'est ça. Enfin, que ton bébé dépend autant de toi. Et ça, c'est dur hein, quand on a une liberté acquise. Et donc, vous rentrez en France combien de temps après? 1 année et demie? On rentre en France 2 ans après. 2 ans après. 1 an et demi après. Donc, tu es enceinte? Oui. De ta deuxième? Ouais. Et là, j'imagine que tu vois les choses différemment. Ouais. Donc, vas-y, explique-nous pour ton postpartum, tu es en plein dedans. Oui. Comment est-ce que ça s'est organisé avant et comment ça se passe maintenant? Alors oui, du fait de mon expérience assez négative de ma première période postnatale, je me suis dit, là, il n'y a pas moyen, Ludie, que tu refasses les mêmes erreurs et que tu revives cette période aussi mal. C'est trop dommage pour toi, c'est trop dommage aussi pour ton bébé, parce que ton bébé doit le ressentir que tu n'es pas bien et c'est vraiment trop dommage. Alors, tu dirais que c'est quoi les erreurs que tu as faites? Les erreurs, c'est que j'ai pas été assez dans le moment présent. En fait, je voyais un peu tout négativement. Même si j'avais énormément d'amour pour mon bébé, même si j'avais pas envie d'être séparée de mon bébé, je subissais un peu le truc. Je me disais, tu vois, les journées où tu es qu'avec ton bébé dans tes bras, je broyais un petit peu du noir et je me disais, oh là là, mais ça va jamais se finir. J'ai vraiment subi cette période-là et donc du coup, j'étais stressée, j'étais un petit peu déprimée, j'étais vraiment pas bien, j'étais pas épanouie. Alors que là, pour cette seconde période postnatale, j'ai vraiment pas voulu de ça. Et en fait, je me suis dit, oui, il faut que je me prépare psychologiquement. Maintenant, je sais ce que c'est, je sais que c'est dur. Donc, il faut que je mette en place des choses pour le vivre le mieux possible. Je suis une personne qui est assez proactive, tu vois, et j'aime pas comme ça rester dans ma mouise et puis subir le truc. Donc voilà, j'ai fait une première erreur, entre guillemets, si on peut appeler ça une erreur, parce que c'est pas vraiment une erreur, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est une expérience, je l'ai vécue et j'en ai tiré les leçons et voilà. Un apprentissage. Un apprentissage, exactement. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais le préparer. Donc du coup, je me suis davantage préparée psychologiquement. Donc on était rentrés en France déjà, on avait notre famille qui était un petit peu plus proche. Moi j'avais Arnaud, mon mari, qui était aussi en transition professionnelle du fait de notre retour en France, mais qui était beaucoup plus flexible au niveau de son boulot. Donc du coup je sais que j'allais avoir un soutien déjà plus important de lui. Alors on avait aussi notre fille, notre Maya, la première qui était là, donc ça joue aussi dans la balance, donc il fallait bien s'organiser. Mais c'était un peu toute une logistique à réfléchir pour que je puisse en fait vraiment, moi, me reposer un maximum le premier mois, les 3-4 premières semaines, et que je me mette pas une pression sur tous les trucs de la vie du quotidien, quoi. Et que ma priorité soit mon bébé et mon repos. Donc du coup j'ai préparé notre chambre, tu vois, en mode petit cocon, et faire vraiment en sorte que je me sente bien dans cette pièce, et en me mentalisant, en me disant ok, c'est ici vraiment que tu vas passer le plus clair de ton temps les premières semaines, c'est normal. Il va falloir que tu te reposes et c'est normal. Il va falloir que tu fasses des siestes avec ton bébé et c'est normal. Et juste profite de ces moments-là parce que ça passe vite. J'ai bien vu avec Maya, ça passe en fait à une vitesse folle. Et profite, quoi. Et subis pas le truc négativement. Tourne-le plutôt en positif. Donc c'est toute une organisation après familiale. Voir avec mon mari comment il pouvait emmener par exemple ma première chez la nounou le matin, les courses, le ménage, penser à ça, comment on s'organise, est-ce qu'on prend une femme de ménage, est-ce qu'on fait tout nous-mêmes, est-ce que pour la préparation des repas, pareil, comment on fait. Et en fait, alors c'était un petit peu bancal, tu vois, tout n'est pas parfait parce que voilà, c'est la vie et que bien sûr que je suis sortie de mon lit et j'ai dû faire 2-3 trucs. Mais je pense que vraiment là, je l'ai vraiment appréhendé différemment psychologiquement et je me suis mis vraiment en mode
lui dit tu ralentis, t'arrêtes de faire ta Wonder Mama là, tu peux pas tout faire. Et voilà. Et aussi, ce que j'ai fait cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur comme avec Maya, je me suis vraiment déconnectée de mon travail. Enfin, en tout cas, j'ai mis mes gros projets de côté. Et en me disant, tu reprendras vraiment à fond le travail dans 2, 3, 4 mois quand Thaïs pourra être gardée. Enfin, quand tu voudras bien la faire garder. Et voilà, et te mets pas de stress. Parce que c'était ça, en fait, moi, avec Maya, j'avais vraiment eu beaucoup de mal à arrêter mon boulot. Et c'est ça quand tu es entrepreneur, quand tu n'as pas de congé maternité, c'est toi qui te fixes les règles. Et Maya, je ne me les étais pas fixées parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça pouvait prendre du temps. Là, je le sais, je l'ai su. Et du coup, je me suis mis des règles. Enfin, je me suis dit, allez, stop, tu ne travailles pas, ou en tout cas très peu, ou quand tu peux. N'essaie pas de créer un programme pendant ta période postnatale comme j'avais pu faire avec Maya. Et voilà. En fait, ouais, donc tu es solo-entrepreneur, enfin solopreneur, comme on dit. Donc c'est encore plus difficile, j'imagine, que d'être entrepreneur où tu gères des gens, où il y a un cadre, parce que là, c'est clairement toi qui fixes les règles. Donc c'est ce que tu dis. Et sur ta première, est-ce que tu t'étais imaginé, mais j'accouche, les 2 premières semaines, je suis tranquille et je recommencerai à travailler avec elle à côté. Comment est-ce que tu l'avais vu ? Voilà, je m'étais dit ça. Je m'étais dit exactement ça. 15 premiers jours, on prend nos marques, on se découvre. Et puis après, là, je vais travailler quand elle dormira. Et puis, ce sera un petit bébé qui restera dans son transat à me regarder avec des yeux ébahis pendant que je travaille. Mais pas du tout, non. Mon bébé ne pouvait pas rester dans un transat toute seule. Donc ouais. Et donc, en fait, j'ai essayé de combattre ça, entre guillemets. Me disant mais si je vais le faire, tu vois, je voulais sortir mon programme prénatal que j'avais tourné du coup pendant ma grossesse, je voulais le sortir à ce moment-là. Enfin, je me mettais une pression toute seule, mais ce qui est normal quand t'es solopreneur, enfin t'es. Donc tu voulais sortir ton e-book sur le prénatal, mais t'avais pas considéré que toi t'étais en postnatal et que t'avais besoin de temps. Voilà, c'est ça. En fait, je voulais finaliser, je voulais sortir ce programme prénatal, donc pour la jeune femme enceinte, comment rester active pendant ta grossesse. Et je voulais le sortir. Et puis après, je voulais tout de suite aussi me mettre sur mon programme post-natal, donc comment se remettre en forme après bébé. Mais voilà, sans penser que moi aussi, j'étais en plein dedans et que en fait, que j'allais pas avoir le temps de le faire quand je pouvais pas tout faire, quoi. Donc du coup, je me suis mis quand même beaucoup de pression toute seule pendant cette première période. Et là, pour cette deuxième période postnatale avec Thaïs, je me suis dit, lui dis stop, tu mets tout ça en stand-by. Alors ok, tu peux continuer à faire des petits trucs, mais il n'y a pas de gros projet et tu ne te mets pas cette pression que tu t'es mise pour Maya. Si on reste sur le volet travail, je sais qu'il y a beaucoup d'auditrices qui sont dans ton cas, qui sont solopreneurs. Et la question financière, elle est importante. Est-ce que tu as pu pas t'organiser, mais est-ce que tu t'es dit, tant pis, je vais perdre de l'argent, mais c'est important, c'est mon bébé, ou comment est-ce que tu t'es adapté ? Ouais, alors c'est quelque chose que tu dois considérer. C'est quelque chose que tu vois aussi avec ton conjoint. Et nous, c'est vrai que c'était un choix. On s'est dit, ok, il y aura moins de revenus, c'est clair, mais c'est tellement, c'est une période tellement courte en fait à l'échelle d'une vie que même s'il y a moins de revenus, tu peux quand même essayer de te débrouiller. Après, chacun a sa situation spécifique. Mais en tout cas, nous, c'est vrai qu'on a fait ce choix que j'arrête de travailler. Après, moi, le point positif de mon business, c'est que c'est un business qui peut générer des revenus automatiques, entre guillemets, avec la vente de mes programmes. Donc, je peux vendre des programmes même si je suis en train de faire une sieste avec mon bébé. Donc ça, c'est vraiment le côté très, très positif de mon métier. Et c'est pour ça que j'ai travaillé si dur ces dernières années. C'était vraiment pour essayer de développer quelque chose qui puisse tourner sans que moi, je sois tout le temps derrière mon ordinateur à travailler. Et en fait, j'ai cette chance d'avoir vraiment des revenus assez récurrents sans être à travailler 10 heures par jour, quoi. Donc pour ta deuxième fille, pour Thaïs, qu'est-ce que tu as mis en place concrètement ? Je sais que tu as lu des livres, que tu as écouté des podcasts. Donc, qu'est-ce qui a joué dans le fait de mieux construire ce postpartum ?
Alors ouais, donc comme tu dis, ouais, j'ai lu les 2 livres qu'on entend beaucoup en ce moment, Le Mois d'or et puis le 4e trimestre naturel de Julia Simon, qui m'ont beaucoup aidée, qui ont aidé à mettre en place toutes ces petites actions. Donc la première, comme je te disais, c'est vraiment, pour moi, le gros travail, c'était psychologiquement de m'accorder ce temps pour moi, de me permettre de me reposer, de me dire, Ludivine, c'est normal de se reposer, c'est normal de dormir avec ton bébé. Voilà. Après, j'ai fait en sorte de bien me nourrir. Alors, c'est quelque chose que je fais déjà habituellement, de par mon métier. Et puis, j'ai toujours été comme ça, je me suis bien nourrie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel quand tu es jeune maman. Il faut penser vraiment à la qualité des aliments que tu consommes au quotidien pour te permettre vraiment d'avoir une énergie constante, de pallier à des journées où tu es vraiment très fatiguée du fait du manque de sommeil. Des aliments qui te permettent de cicatriser ton corps, que ce soit césarienne ou pas césarienne, parce qu'à l'intérieur, tu as quand même plein de choses il y a plein de un renouvellement cellulaire qui est important. Donc la nourriture, donc ça pareil, c'est quelque chose que tu peux prévoir aussi à l'avance. Donc préparer peut-être des plats en avance. Tu l'avais fait toi ? Alors, j'avais fait quelques plats, mais j'en avais pas fait assez pour que ça dure aussi longtemps. Mais voilà, j'avais Arnaud qui était là les 11 premiers jours, donc c'est lui qui a pu cuisiner. Donc ça, c'était bien. Et puis après, après, tu te débrouilles un petit peu, tu fais des choses assez rapides, mais c'est vrai que j'avais un bon stock de nourriture chez moi que j'avais fait avant, que j'avais réfléchi. Et puis du coup, voilà, tu peux faire ta petite popote rapidement sans passer des heures. Donc ouais, l'alimentation c'était vraiment important, même des trucs tout bêtes, mais tu vois les petits snacks, quel snack tu vas manger au cours de ta journée, parce que moi j'allaite et du coup j'ai terriblement faim quand j'allaite, j'ai tout le temps envie de manger et du coup faut penser à ça, qu'est-ce que tu vas avoir dans tes placards qui va pouvoir te nourrir, te faire kiffer aussi un petit peu et sans non plus te ruer sur un paquet de gâteaux industriels, donc il faut penser à ça. Voilà, et puis pareil pour la remise en forme physique, je me suis mis aucune pression parce que c'est vrai que après un accouchement, hein, t'as ton ventre tout vide, tout mou, t'es un peu toute molle de partout, t'es fatiguée, tu te regardes dans la glace, tu vois un reflet vraiment différent, hein, et souvent tu t'aimes pas particulièrement. Donc du coup, c'est vrai que c'est une période assez dure par rapport à ça. Et en fait, là, cette fois-ci, je me suis pas mis non plus de pression. J'ai accepté mon corps comme il était, en me disant, ok, c'est pas ton corps comme t'aimerais qu'il soit, mais c'est quand même merveilleux, il a fait ton petit bébé et c'est juste dingue. Donc, donne-toi le temps de te remettre. Et même si tu gardes ton bide pendant 2, 3 mois, 4 mois, c'est comme ça. Et tu auras tout le temps pour te remettre en forme quand tu seras vraiment prête, quand ton bébé aussi sera prêt à prendre un petit peu son envol, à être gardé et que toi tu puisses aller faire ton sport sans stress. Et je me suis pas mis de pression non plus là pour, tu vois, perdre mes kilos. Parce que tu l'avais fait pour ta première, en sachant, vu ton métier, peut-être c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Ouais, ça me tenait à cœur, ouais. J'avais... je me suis pas mis une pression monstre, mais c'est vrai que je faisais quand même attention à mon reflet dans le miroir et ça m'a beaucoup chagrinée de voir autant changer, de voir aussi mes performances physiques qui avaient baissé. Et je voulais vraiment essayer vite de revenir à mon niveau d'avant, de retrouver mon corps d'avant, même s'il ne revient jamais comme avant, mais je voulais quand même retrouver un corps dans lequel je me sentais bien rapidement. Alors que là, je suis plus en connexion avec mon corps, je suis plus à son écoute. Et voilà, et c'est vrai que, tu vois, pour Maya, il y avait des jours où j'avais pas envie quand j'ai pu reprendre le sport, il y avait des jours où j'étais fatiguée, j'avais pas la motivation pour m'entraîner, mais je le faisais quand même. Parce que je me suis dit, c'est un peu... faut y aller, quoi. Si t'as tes objectifs, faut y aller. Et là, je me dis, non, tu vois, là, en ce moment, c'est compliqué, j'ai pas le temps, j'ai peut-être pas l'énergie non plus, donc pour l'instant, je me mets pas la pression, je mets pas de stress, et puis je reprendrai dans 1 mois, dans 2 mois, et puis voilà, quoi. Donc forcément, j'imagine que la sensation que tu as sur ce postpartum, elle est complètement différente. Comment est-ce que tu la qualifierais maintenant ? Elle est beaucoup plus sereine. Ah oui. Mais tellement sereine, c'est... sereine et puis je ferais beaucoup de lâcher prise sur beaucoup de choses et ça fait énormément de bien, mais vraiment c'est
Maintenant, je sais très bien que quand je parlerai de cette période-là, mais tu sais, j'aurai le sourire et je dirais, mais c'était trop le kiff, en fait. J'ai trop adoré. Ça, quand j'ai mon bébé, là, on fait le podcast, tu vois, j'ai mon bébé sur moi, voilà, un petit peu pleurer et tout. Mais tu vois, ça me dérange plus. Enfin, ça me dérange pas. Comme Maya, j'aurais pu me dire, ah, mais pourquoi elle pleure? Oh là là, c'est pas possible, mon bébé, il pleure tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle a et tout. Là, bah oui, ok, elle pleure, mais c'est normal, elle a juste besoin de sa maman, elle est sur moi. Et puis voilà, c'est juste trop bien, en fait. Et voilà, c'est. Mais voilà, maintenant, j'ai cette. Je réfléchis comme ça parce que j'ai vécu ce premier postnatal vraiment pas au top. Et voilà, et puis je me suis renseignée, je me suis vraiment. J'ai été proactive dans la démarche, quoi. Et est-ce que avant d'avoir ta deuxième fille, avant d'avoir Thaïs, tu as eu peur que ça se répète le scénario? J'ai eu... Quand tu étais enceinte? Ouais, en fait, j'ai eu peur avant tout d'avoir un bébé qui pleure autant que Maya. C'était ma plus grande peur parce que je me suis dit, mais comment je vais gérer ça? Maya, qui est quand même une petite fille qui est très active, qui demande beaucoup d'attention. Alors, la journée, elle est chez la nounou, mais le soir et le matin, il faut quand même gérer. Et je me suis dit, plus un bébé qui pleure comme Maya et avec des nuits, du coup, pas top, ça va être dur. Et j'ai la chance d'avoir Thaïs qui est très, très calme, qui pleure pas beaucoup, qu'un bébé très facile. Donc ça, c'est ma première peur. Et après, non, j'avais pas peur que ça recommence. Franchement, je m'étais tellement préparée et ouais, je me suis vraiment forcée à changer mon état d'esprit que je savais que j'allais mieux le vivre dans tous les cas. Et puis, il y avait mon mari qui était là aussi et ça a changé énormément. Quand tu es entouré, que ce soit ton mari, enfin le papa de ton enfant ou même ta famille, ça change énormément de choses. Et ça, je pense qu'il faut aussi en parler à sa famille, voir si peut-être ils peuvent venir, si le couple est OK avec ça. Faut en parler. Et pareil aussi, c'est vrai que les filles en parlent dans leurs livres, mais ça dépend de chaque parent, en fait. Il y a certains parents qui veulent tout de suite qui sont OK avec le fait d'avoir la maman qui est à la maison dès le début pour aider dans le ménage, et dans la maison, je veux dire, faire à manger, soutenir la jeune maman et le papa. Et il y a d'autres parents qui préfèrent rester dans leur bulle et savourer ce petit moment juste entre eux. Donc ça, pareil, il faut se mettre d'accord au sein du couple, il faut en parler avec la famille et voir ce qui est le mieux pour tout le monde, en fait. Il ne faut pas, en fait, se mettre la pression. En fait, ces livres, moi, je les recommande vraiment. Leur lecture, c'est vraiment important et ça aide beaucoup. Ça donne une sorte de guideline, tu vois, de chemin. Mais après, chacun l'adapte en fonction de sa situation, en fonction de ses convictions, en fonction de tout ça, en fait. Et du bébé. Bien sûr, et du bébé. C'est vrai, non, c'est clair. C'est une donnée importante. Oui, quand même, très importante dans l'équation. Ouais. Est-ce que ça t'a fait regretter de voir que tu peux trouver ça agréable, un postpartum, de ne pas avoir su tout ça avant? Et en fait, je me pose cette question parce que tu as pris une doula. Et il y a des doulas qui existent pour le prénatal et l'accouchement, mais il y a aussi beaucoup de doulas en postnatal. Ça t'était jamais traversé l'esprit d'avoir un accompagnement en postnatal? Non, ça m'a pas traversé l'esprit. Et en fait, pour être tout à fait honnête, la doula qui m'avait fait la formation, j'étais contente qu'elle c'était la seule, en fait, à faire cette formation, donc j'avais pas eu trop le choix et j'avais pas trop d'affinité avec cette dame. Donc du coup, ça m'est pas du tout venu à l'idée de lui proposer de m'accompagner en postnatal. Donc j'ai géré ça toute seule. Et après, par rapport d'éventuels remords, comme tu as pu me demander, ouais, je culpabilise beaucoup même de ne pas avoir pu offrir cette sérénité à ma première fille. Ça me chagrine beaucoup. Mais voilà, pareil, j'essaie de me dire, de toute manière, c'est comme ça et malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. Et j'essaierai du coup j'essaie de me rattraper sur plein d'autres choses, mais c'est vrai que ouais, je culpabilise quand même pas mal. Et sur ta deuxième, est-ce que l'implication de ton mari a été différente aussi, ce qui fait que tu peux le vivre différemment? Parce que je sais que c'est pas simple pour les pères, souvent, au début, ils comprennent pas trop ce qui se passe. On les a pas éduqués pour leur dire qu'il fallait qu'ils s'occupent de nous aussi. Et enfin, je parle pas de nous les femmes, hein, je parle de la société et de leurs parents. Mais est-ce que là, sur un deuxième enfant, ça change beaucoup? Non, moi ça change pas beaucoup parce qu'Arnaud il a toujours été super
quand il est présent à la maison, c'est un super papa. Moi, il m'a étonnée dès le début parce que je ne savais pas qu'il était, entre guillemets, capable d'être autant investi auprès de nos filles. Et il a été très investi auprès de Maya quand il était présent. Et là, il est aussi très investi avec Thaïs. Et donc, non, j'ai pas... il fait peut-être preuve plus de prise d'initiative avec notre deuxième, parce que pareil, il sait comment ça roule, quoi. Mais non, j'ai pas trouvé trop de différence avec le papa. Et par rapport à toi, je parlais dans la façon de s'occuper de toi, parce que c'est envers toi qu'il faut... Oui. Ouais, par rapport à moi, ouais. Il a vraiment... il a vu que la première période postnatale s'était pas passée vraiment au top et que j'en avais souffert. Et là, pour cette deuxième période postnatale, oui, il a tout à fait accepté le fait qu'ils doivent prendre le relais sur plein de choses. Que le matin, c'est lui qui doit aller emmener notre fille chez la nounou, qu'il faut qu'il fasse à manger. Et il a fait ça sans rechigner et sans problème, vraiment avec plaisir et vraiment pour m'aider. Il savait que j'avais déjà beaucoup à faire avec Thaïs, donc voilà. Et puis il a été aussi un réel soutien physique aussi les premières semaines où après ma césarienne, j'ai beaucoup souffert pour cette seconde césarienne. J'étais assez handicapée où voilà, je galérais vraiment pour sortir du lit, pour prendre mon bébé et tout. Et il a vraiment été là tout le temps pour me soutenir. Et si on reparle des césariennes, donc tu en as eu 2. Ouais. Est-ce que tu as eu la sensation quand tu as volé ton accouchement que ça a perturbé quelque chose dans ta maternité, ou aujourd'hui tu as réussi à bien l'accepter, ça fait partie de l'histoire? C'est compliqué à répondre parce que j'ai un mix feeling de plein de choses en fait. Pour ma première césarienne, oui, définitivement, j'avais l'impression qu'on m'avait volé mon accouchement et que j'avais privé mon enfant de plein de bienfaits que peut apporter un accouchement par voie basse. Et que je me suis sentie un petit peu responsable de tout ça, même si, au fond, je ne suis pas responsable. Mais je me suis vraiment sentie responsable. Je me suis dit, voilà, ça lui a apporté un traumatisme dès la naissance, quoi. C'est quelque chose de violent pour un enfant aussi de naître comme ça. Donc, ouais, j'étais très, très... pareil, beaucoup de culpabilité de lui avoir offert cette naissance-là. Et puis pour Thaïs... donc, ouais, pour Maya, oui, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre, en fait, de cet accouchement avec Maya. J'arrivais pas à digérer. Dès que je en parlais, je pouvais même au début, je pouvais pas en parler. Et puis, après, quand j'ai réussi à en parler, je pleurais. C'était vraiment très dur la première année. Et puis après, en fait, je sais pas, j'ai fait un travail sur moi-même et puis j'ai réussi à le digérer petit à petit. Je sais que l'écoute des podcasts comme le tien, ça m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, le fait d'écouter d'autres expériences de maman qui n'ont pas eu des naissances aussi comme elles le souhaitaient, tu te sens moins seule. Et du coup, ça m'a vraiment aidée dans mon processus de deuil, entre guillemets, si on peut appeler ça. C'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais voilà, c'est... donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis pour Thaïs, en fait, je m'étais préparée psychologiquement cette fois-ci à avoir une seconde césarienne. Alors, j'avais fait le choix d'accoucher normalement par voie basse. Cette fois-ci, j'avais dit OK avec la péridurale. Et d'ailleurs, on m'avait dit, t'auras la péridurale dans tous les cas, c'est obligé vu ta situation. Donc, j'avais accepté ça. Mais j'avais tenté du coup l'accouchement par voie basse que j'ai mené jusqu'au bout du travail. Et malheureusement, il s'est passé la même chose qu'avec Maya, le même problème. Et donc, pareil, césarienne en urgence, code rouge. Voilà, donc pareil, assez dur à vivre. Mais vu que là, j'étais préparée, c'était un petit peu plus facile à vivre. Un petit peu plus facile, ouais. Je te parle de ça parce que je sais qu'il y a des études qui ont montré qu'en fonction de comment on accouche, le postpartum il est plus ou moins difficile. Donc forcément, ça a dû être un des aspects pour ta première fille, sachant, vu comment tu voulais accoucher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui a joué. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en t'écoutant, on se rend compte que la clé, c'est le conditionnement psychologique, enfin le conditionnement dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ce qu'on se raconte comme histoire à nous-mêmes et si on le voit de la manière... positive ou si on le voit de manière négative. Ouais. Et tu as vraiment deux expériences où c'est ça. Il y en a une où tu as tout vu de manière... où tu as subi, c'est ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Et l'autre, où ta deuxième, où c'est pas du tout... le verbe subir ne s'applique pas du tout à ça. Ah non, là, je déteste subir les choses. Je déteste c'est ça, la maternité, c'est dur. Hein ouais. Parce que...
Et Lâcher prise, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Et là, il faut lâcher prise. Enfin, je veux dire, j'ai subi. Je subis même plus mon quotidien, en fait. Je le vis pleinement et avec joie. Alors, bien sûr, je te dis pas que tous les jours c'est rose. Hein. Je suis pas super. Il y a des matins où tu vois, je suis saoulée et des soirs, je me couche, je me dis, mais voilà, je suis un peu déprimée. C'est pas non plus tout rose tout le temps. Mais quand même, je le vis de manière beaucoup plus positive. Et je subis pas ça parce que je me suis préparée en amont. J'ai pas voulu subir le truc comme j'ai fait avec Maya. Ouais, c'est une préparation. Et la préparation à l'accouchement, ça est mal, je trouve, intitulée. C'est une préparation à devenir parent. Ouais. Et ça devrait englober plus de choses que juste l'accouchement. Ouais. Parce que c'est après. Et en fait, c'est vrai que moi, je fais souvent cette comparaison. C'est que le postnatal, c'est comme un marathon, en fait. C'est qu'en fait, au début, le premier mois, alors, ok, t'es un peu t'es fatiguée parce que tu te remets de ton accouchement et tout. Mais en fait, au début, tu te sens quand même relativement en forme. Tu vois, ok, tu dors pas très bien, mais je sais pas, moi, je sais que les premiers mois, je suis bien. Et le truc, c'est que non, en fait, la fatigue, elle arrive au bout du 2e, 3e mois parce que t'enchaînes les nuits qui sont courtes, t'enchaînes des journées qui sont pas non plus top. Et du coup, au bout du 2e, 3e mois, c'est là où vraiment tu te prends une grosse claque. Le mur. Voilà, le gros mur. Le mur du fameux 34e kilomètre au marathon. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est super important, en fait, vraiment de bien se reposer, de bien recharger ses batteries le premier mois tant qu'on peut. Donc, faire ce fameux mois d'or. Bien recharger tout ça pour après essayer d'avoir un petit peu plus de force pour continuer le marathon jusqu'au 3e mois et pas être HS. Voilà. Et tu parles de ce mois d'or. Donc, est-ce que tu as réussi cette fois à dormir, à rester allongée, à vraiment puiser de l'énergie dans cette ces premières semaines? Tu as réussi à le faire là? Ouais, j'ai réussi à le faire. Ouais. Donc, tu dormais quand ton bébé dormait? Ouais, en tout cas, j'étais dans le lit. Ah, je t'admire. Ouais. Ah oui, donc tu avais pris ce moment pour dire je fais pas autre chose. Non. D'accord. Ah non, vraiment, tu vois, mon lit, je m'étais pareil conditionnée, je regardais mon lit et le petit lit de ma fille à côté en me disant, Ludie, ça va être ton lieu de vie. Donc tu vois, j'avais bien organisé ma chambre, ma table de nuit, je sais que j'avais tous mes trucs à côté, à proximité pour pas devoir me lever à chaque fois. J'avais la table à langer qui est juste à côté du lit, comme ça, tu vois, j'ai juste besoin de me lever et puis voilà, pas aller dans une pièce à côté pour aller changer mon bébé. Je m'étais mentalisée à avoir, tu vois, ma fille Maya qui joue avec moi dans le lit quand elle rentre de chez la nounou. On est tous les 3 ou tous les 4 s'il y a le papa qui est là. Enfin voilà, vraiment, je m'étais dit, ce lit, c'est là où je vais rester le plus clair de mon temps. Alors bien sûr, je me suis levée, j'ai fait des trucs, mais voilà, quand mon bébé dormait à côté de moi, ou quand elle dormait sur moi, parce qu'elle a beaucoup dormi sur moi les premières semaines, pareil, j'étais coincée dans mon lit, mais en fait, j'étais contente. Je me suis dit, mais c'est trop bien, t'as ton petit bébé sur toi, regarde, c'est un peu comme si elle était encore dans ton ventre. Et j'ai juste adoré, en fait, ce moment-là. Et même si je dormais pas, parce que j'ai quand même un petit peu de mal à dormir comme ça en pleine journée, même quand t'es fatiguée. Des fois, je dormais, des fois, je dormais pas. Mais voilà, au moins, je me reposais, j'étais pas active à aller faire mes lessives, à aller ranger ma maison, des choses comme ça. Là, elle a quel âge? Là, elle a 2 mois. Et donc, est-ce que tu ressens, par rapport à Maya, que tu es beaucoup plus en forme? Ouais, ah ouais, complètement. Je me sens vraiment mieux. Et ouais, je me sens mieux physiquement et psychologiquement aussi. Donc vraiment, ça joue énormément dans la balance. Allez, on va aborder un dernier terme et une dernière question. C'est au niveau du sport, la reprise. Toi, donc tu t'es pas du tout fixé d'objectif, quoi que ce soit. Mais après une césarienne, qu'est-ce que tu peux conseiller aux mamans? Parce que je sais que c'est très particulier, la césarienne avec la cicatrice. Ouais, c'est très particulier. Alors, moi, de par mon expérience, comme je le disais, ma première césarienne, elle n'a pas été trop douloureuse. Je n'ai pas été trop handicapée les premières semaines. Mais ma deuxième césarienne, elle a été très handicapante. Pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai vraiment eu mal. Donc pareil, en fonction des femmes, tu vas plus ou moins ressentir des douleurs en fonction si c'est ton premier ou ton deuxième enfant, césarienne. Il faut en tout cas le premier mois, il faut ne rien faire. Il faut pas essayer de se dire je vais aller marcher tous les jours avec mon enfant,
je vais essayer de commencer à soulever un petit peu des poids, à faire des petits entraînements. Non, le premier mois, vraiment, tu te reposes. Tu peux faire, moi, c'est ce que j'ai fait des petits stretching, j'ai fait des mouvements vraiment tout doux, tu vois, pour quand même me reconnecter avec mon corps, mais rien de très intense, vraiment tout dans la respiration, dans tout ça. Et après pareil, c'est en fonction de chacune, en fonction de comment si tu as mal ou pas à ta cicatrice, tu peux plus ou moins commencer à faire des petits mouvements de fitness, des squats, des fentes, des choses comme ça, mais de manière assistée. Par exemple, tu prends une chaise et tu te tiens à la chaise. Faut pas vouloir aller trop vite. Il faut aussi avant aller voir sa sage-femme ou son kiné pour sa rééducation du périnée, pour voir si tout est OK. Et voilà. Mais quand tu as une césarienne, tu peux quand même reprendre le sport. Je sais qu'il y a certaines femmes qui pensent que pendant des mois et des mois, elles peuvent pas faire de sport parce qu'elles ont eu une césarienne. Par exemple, moi, à la maternité, on m'a dit à la sortie, on me dit, bon, et puis madame, vous, césarienne, c'est pas de sport avant 6 mois. Et là, j'ai regardé la sage-femme et j'ai dit, pardon, je vais vous recommander ça à vos mamans. Elle me dit, bah oui. Alors là, je lui explique, écoutez, moi, je suis coach sportif en fitness pré post-natal. Sincèrement, 6 mois, c'est trop, quoi. Enfin, tu peux bouger avant 6 mois. Tu peux bouger à partir de 6 semaines, 8 semaines, sans souci normalement, de manière adaptée toujours et progressive. Mais tu peux bouger. Donc, il y a aussi des informations qui ne sont pas bien communiquées aux mamans, elles sont un petit peu perdues. En fait, t'as 2 groupes. T'as soit les mamans qui se disent, bon, bah, je peux pas faire de sport avant 6 mois, 8 mois, 1 an, parce que je suis jeune maman, parce que j'ai un bébé, parce que j'ai pas le temps. Ce qui peut être compréhensible pour le temps. Et tu as d'autres mamans qui veulent se rusher directement et qui veulent reprendre le sport 2 semaines après avoir accouché, ce qui n'est pas bon non plus. Donc voilà, tu as les 2 cas et c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment un manque d'informations sur ça. Il y a beaucoup de mamans qui sont perdues. Et voilà, c'est mon métier d'essayer de communiquer un maximum sur ça et de les conseiller sur les choses à faire pour leur remise en forme. Bon, vous avez compris, si vous avez eu une césarienne ou en tout cas vous avez envie de reprendre le sport tranquille, vous pouvez aller sur... Où est-ce qu'on peut te trouver alors ? Sur Instagram, c'est Ludie_GoGirls et puis mon site gogirls.com. Voilà, comme ça vous aurez toutes les réponses et vous pourrez te poser des questions. Ouais, sans souci. Tu réponds. Ouais. Merci beaucoup Ludivine. Merci à toi Clémentine. Merci à Thaïs de nous avoir laissé... qui est restée silencieuse pour la fin. Qui fait dodo. Ouais. C'était Ludivine, coach sportive, maman de 2 petites filles. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast et ce 28e épisode. Vous pouvez me retrouver soit à @clemsarla ou alors @lamatrescence. Venez nous rejoindre. Il y a une très belle communauté qui partage beaucoup de choses sur Instagram. À la semaine prochaine.